Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce mercredi de l'histoire à la Haute-Saint-Charles du mois de décembre 2025. Alors, je salue les gens qui nous regardent en direct via Zoom à la maison. Alors, bienvenue à vous aussi. Si vous avez une question durant la présentation, n'hésitez pas à lever virtuellement la main. Et mon collègue Hugo à la technique vous donnera la parole et on vous entendra poser votre question dans la salle ici et nous vous y répondrons avec joie. Alors, pour les gens qui sont ici, bienvenue. Alors, je me présente, je m'appelle Mario Lucier, je suis le président de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles et je serai votre conférencier ce soir. Je salue les gens qui sont ici pour la première fois. Beaucoup de monde sont ici pour la première fois. Bienvenue, je suis content de vous voir. On est habitués, on a des habitués entre nous, là, hein? Une espèce de Ligue du vieux poil, là, hein? C'est ça, mais on a du nouveau membre, je suis bien content. Avant de débuter, j'en profite pour saluer les membres et collègues du conseil d'administration. D'abord, Denis Paul, vice-président à l'arrière. Bonsoir, Denis. Francine Trudel, notre trésorière qui était à l'entrée. Notre secrétaire qui était à l'entrée, je m'excuse. Lucie Roy, notre trésorière à l'avant ici à ma droite. Alors, on a Michel Turcotte également, administrateur à ma droite. On a Hugo Chouinard à la technique ici derrière Zoom. Bonsoir, Hugo. Et on a également Bernard Poirier ici à l'avant, au centre, grand chercheur en chef et fournisseur d'informations pour la soirée de ce soir. Alors, là, je vais vous dire quelque chose, Société d'histoire, c'est parce que là, j'ai 71 diapositives. Alors, je vais tenter de ne pas m'écarter. Si tu veux commenter, on est là pour ça. Les mercredis d'histoire, c'est du jasage, c'est de l'échange entre toi et moi, parce qu'à la gang, on en sait plus qu'individuellement. Alors, si tu veux commenter, ajouter, bonifier, c'est à ça que ça sert. D'accord? Alors, n'hésite pas à le faire en cours de route. Alors, ce soir, notre thème, juste avant, ça fait bientôt 17 ans. Oui. Ça fera bientôt 17 ans que nous faisons des mercredis d'histoire à la Haute-Saint-Charles. Là, j'ai arrêté de les compter individuellement depuis qu'on a dépassé le cap des 100 conférences. Alors, ça fait plus de 100 fois que nous faisons des mercredis d'histoire à la Haute-Saint-Charles depuis l'hiver 2009. Et nous sommes à peu près la seule société d'histoire de la région de Québec qui ne fait que de l'histoire locale. Puis je tiens à collectivement nous féliciter d'avoir ce mandat-là, de s'être donné cette contrainte, ce mandat-là, parce que c'est vraiment plaisant de jaser de nos affaires entre nous autres, puis d'échanger, puis de bonifier la connaissance collective que nous avons de l'histoire de notre territoire. Alors, c'est une autocongratulation personnelle que je viens de faire ce soir. C'était mal expliqué, mais en tout cas, c'est ça. Merci, Claude. Alors, donc, ce sont les maisons de villégiature à la Haute-Saint-Charles. La Haute-Saint-Charles, c'est l'arrondissement au nord de la ville de Québec, qui inclut les secteurs de Val-Bélair, de Neuchâtel, de Loretteville, de Saint-Émile, de Lac-Saint-Charles. Donc, c'est un immense territoire. Et bien souvent, les gens de la ville de Québec se demandent si la vie n'arrête pas au nord de l'autoroute de la capitale. Et nous, bien encore ce soir, on va leur démontrer que si ils ont vécu des belles vies au sud du boulevard de la capitale, c'est aussi grâce à la Haute-Saint-Charles. Introduction. Alors, au Québec, c'est à la fin du 19e siècle, donc les années 1800, que la villégiature prend véritablement son essor dans le développement du chemin de fer, avec le développement du chemin de fer qui facilite l'accès aux régions, entre autres, là, généralement, comme les Laurentides, comme Charlevoix, comme le Bas-Saint-Laurent. Elle commence alors à s'ouvrir à une population plus diversifiée, bien que restreinte aux classes aisées pendant plusieurs décennies encore. Alors, j'ai écrit ce bout d'introduction-là grâce à un texte de ma collègue Caroline Aubin-Desroches,
qui est une professeure d'histoire au Cégep de Sainte-Foy, et qui a écrit en 2006, et je lui ai rappelé, un article dans une revue qui s'appelle La vie urbaine et qui relatait l'histoire de la villégiature dans la région de Montréal. J'avais dit que je la citerais séance tenante, c'est fait. Alors, c'est le cas aussi dans la région de Québec. Le nord de la ville devient également désirable, je mets des guillemets, pour les classes aisées de la ville. Le train a joué un rôle, bien sûr. La nature également. On en verra beaucoup de nature ce soir. On l'évoquera beaucoup. Mais le catalyseur est certainement la présence, je mets des guillemets, là, pittoresque, aux yeux des villégiateurs du 19e siècle, on va dire ça comme ça, là, des Wendat, des Hurons. Ces derniers vont attirer, on va voir des hôtels qui vont s'installer dans le secteur, ici tout près, là, à Loretteville, près de la chute, là où il y avait le terrain du Irving, là, aujourd'hui démoli, entre autres, depuis le début des années 1800, là, entre autres. Là. On va avoir des hôtels, des magasins de vente de souvenirs, des peintres vont venir peindre le lac Saint-Charles, la chute, etc. Donc, des photographes, là, quand la photographie va prendre plus de place là, vers les années 1860-70 et les suivantes. Donc, le secteur ici devient un lieu de villégiature pour ces raisons. Suite de l'introduction. Traditionnellement, lorsqu'il est question de villégiature à la Haute-Saint-Charles, nous pensions à l'ancienne ville de Châteaudoux. Bien sûr, c'est le premier réflexe que nous avons. Peut-être avec raison, ça s'explique. Donc, l'ancienne ville de Châteaudoux dans le quartier de Loretteville. Oui, j'ai eu un flash, ça m'arrive des fois comme ça. Mais la villégiature touche à de nombreux. Ce que j'ai pensé, je vais vous le dire, c'est parce que bientôt, on va fêter le 100e anniversaire de la création de la ville de Châteaudoux. J'ai pensé à ça, je me suis dit, il va falloir faire de quoi? On va faire quelque chose. ça m'arrive. Alors, mais la villégiature touche à de nombreux autres quartiers de notre immense territoire, le secteur de l'Orme, le secteur du lac Saint-Charles, de Val-Saint-Michel, Sainte-Geneviève et même dans le Faubourg. Hein? J'ai fait exprès pour utiliser cette expression-là. Donc, dans le centre-ville de Loretteville, il y aura également de la villégiature. Donc, ce seront des lieux où les villégiateurs viendront profiter de l'été. Ma prochaine diapositive, c'est un peu une petite blague. Ça va te faire rigoler. Tu sais, je te mets en situation, là. Hein? Moi, j'habite dans la rue Verrette, sur la rue Verrette. Hein? Tu comprends? En arrière de chez nous, il y a la rue Racine. Il y a mon voisin qui est en arrière de chez nous. Il sait savoir où êtes-vous? Ah, vous êtes là, je cherchais. Puis, en avant de chez M. Savard, mon voisin d'en arrière, se construit sur l'ancien terrain de la quincaillerie Bédard 250 logements. Hein? Vous avez vu ça? Bien sûr. Hein? Nous autres, on a des grues qui nous éclairent à 6h30 le matin dans notre porte-patio. C'est bien, bien plaisant. Puis, c'est quoi le lien avec la villégiature? Voici une capture d'écran du projet. Hein, du projet de 250 logements qu'on construit là. J'ai souligné ici ce développement moderne réparti en 3 phases, dont une phase abordable et comptant 248 logements, allant du 2,5 au 5,5. J'ai souligné en jaune, se distingue par une intégration harmonieuse dans le voisinage. Son architecture sobre, élégante et intemporelle intègre le caractère boisé du paysage naturel, offrant ainsi de belles vues panoramiques à nos locataires. Et là, j'aurais pu aller plus loin en te disant qu'une des choses qu'ils vont intégrer dans ces logements-là, c'est une salle de fartage pour les skis. Ils vont skier où? C'est une excellente question. C'était la petite blague du jour. Alors, dans les journaux anciens, alors plusieurs annonces se retrouvent dans les journaux anciens du Québec, disponibles en ligne via le site de BANQ Journaux Archivés, BANQ Bibliothèque et Archives nationales du Québec, où on constate que les gens tentent d'attirer les villégiateurs chez eux. En voici une sélection. Et je tiens déjà à remercier Bernard Poirier, ici présent, qui a travaillé fort à cette sélection-là. Merci Bernard. Nous ferons le lien avec les maisons lorsqu'il sera possible de le faire. Sinon, aidez-moi. D'accord? Alors, certaines des annonces trouvées, on va les lier à des maisons anciennes qu'on sait c'est lesquelles.
Quand c'est possible de le faire. Quand on ne le sait pas, ben, je laisse juste l'annonce, puis là, c'est là, il faut que tu me parles. Tu sais, c'est là que tu interviens, Société d'histoire. Et ça commence tout de suite avec la prochaine diapositive. Dans l'électeur du 24 septembre 1883, hein, à vendre ou à louer, une superbe maison de campagne située à Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, avec jardin potager, cour spacieuse, jardin de fleurs devant la maison, écurie, et remise avec l'eau dans la maison. L'eau dans la maison, c'est pas rien. Superbe habitation pour un médecin ou quelqu'un qui voudrait se retirer des affaires. Possession au 1er octobre, au gré de l'acheteur ou du locataire, s'adresser sur les lieux à Jules Bouchard. Bon, sur celle-là, vous ne pouvez pas m'aider, je comprends bien. Ben oui, je le sais bien, là. Je le sais bien. Si on avait un outil, hein, où on pouvait chercher le nom de Jules Bouchard comme propriétaire foncier, eh bien, peut-être qu'on serait en mesure de savoir où est la maison. Dis-moi, Hugo, est-ce que cet outil est en construction? Oui! Je vous rappelle que nous sommes en train de numériser les index aux immeubles des 1521, numéro de lot du cadastre de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, et qu'on va pouvoir, une fois tout ça va être fait, taper des noms de personnes pour essayer de les trouver où ils habitaient ou où ils possédaient des immeubles. Alors bientôt, sous peu. En 2026, nous allons être en mesure de faire cette recherche-là. Et il y a des bénévoles qui font ce travail-là au quotidien, dont entre autres Michel et d'autres, bien sûr. Bon, ben, pour l'instant, on ne le sait pas. Bon, voilà, il faut vivre avec. 1883, c'était grand, je comprends donc, hein, ça allait jusqu'à Val-Bélair, jusqu'à Saint-Émile, jusqu'à Lac-Saint-Charles. Oui, c'est grand. Oui? Oui? Des fois, l'annonce, ça décale, hein. Probablement. Des fois, mais là, je ne sais pas pour celle-là, c'est pas moi qui l'ai cherché, là, mais on a la même annonce qui revient sur plusieurs semaines, là. C'est probablement ça. Oui, exactement. Allez-y, madame. Madame Drouin, je crois bien. Aucune idée. Possible. À suivre. Oui, Hugo. Oui, on me dit qu'il faut que je répète les questions. La dame demandait si c'était la maison de la famille Drouin, qui était la maison qui avait déjà appartenu à la famille Tardivel. Voilà pour les gens à la maison. Oui, monsieur derrière. Monsieur Parent? Monsieur Parent à bois ou monsieur Parent à huile? Les télés. Allez-y. J'explique mieux. Monsieur Parent demande quel est notre projet de numérisation des index aux immeubles du cadastre. Essentiellement, on ne numérise pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend chaque liste par lot de toutes les transactions. On appelle ça un index aux immeubles. À chaque fois qu'il y a une vente, un héritage, une donation sur un lot, bien, c'est inscrit au registre des immeubles. Puis nous, ce qu'on fait, c'est des bénévoles vont rentrer dans une base de données les noms, si c'est une vente, etc., dans une grosse base de données associée au numéro de lot. Et là, à ce moment-là, si on cherche Jules Bouchard, on va avoir un outil pour questionner notre base de données. Puis ils vont nous dire, ben, Jules Bouchard, il était propriétaire du lot 616. Puis là, ben, on peut aller voir 616, puis on sait c'est où. Alors, on fait plus que le registre foncier du Québec. C'est ça. C'est unique.
vous êtes arpenteur. Alors, voilà, on fait plus que ce que le registre foncier nous permet de faire. Ce qui va nous permettre de chercher par nom de personne. Ah, je- alors, vous pourrez en discuter avec Hugo, qui est notre chef technicien de ces choses-là. Enfin, merci. Poursuivons. Alors, nous avons une autre annonce ici dans l'événement du 12 mai 1896, donc à la Jeune-Lorette, maison à louer pour la saison d'été. Alors, une élégante maison, toute neuve, parfaitement finie, oui, oui, c'est ça, de 8 chambres situées dans le haut du chemin de l'Ormière. Alors, on a un indice supplémentaire. À 15 minutes de la station du chemin de fer Lac-Saint-Jean. Donc, à 15 minutes de marche, probablement, d'aller prendre le train où on prenait le train à Château-d'Eau. Là. Alors, s'adresser sur les lieux au propriétaire Étienne Savard. Alors là, ça serait plus facile de trouver. Là. On a un rayon un petit peu plus court, là, si on voulait le chercher. On ne l'a pas fait pour celle-là, là, j'avoue. À vendre, dans l'événement du 2 avril 1907, une résidence de campagne à la Jeune-Lorette. Vous remarquez qu'on indique toujours Jeune-Lorette parce que le mot Loretteville va apparaître seulement en 1913. Alors, on va distinguer Loretteville du restant, donc le trou de beigne du beigne, là, comprenez-vous l'idée? Lorsque Loretteville va se séparer, Loretteville se sépare en 1904, mais va prendre le nom de Loretteville en 1913. Donc, quand on voit Jeune-Lorette, là, ça peut être n'importe où dans la paroisse, là, incluant dans le village. Donc, magnifique propriété située sur le chemin de Valcartier, Jeune-Lorette. Là, en parenthèse, ils écrivent Indienne-Lorette, parce que là, tu sais qu'aujourd'hui, quand tu dis que tu habites à Loretteville, le monde dit oui, l'ancienne Lorette, je connais ça. Vous avez déjà vécu cette situation-là tout le temps. Alors, on précise quelle Lorette, Indienne-Lorette. Comprenant un terrain de 2 arpents par 3, très bien boisé, de différentes essences forestières, rien de moins, avec maison de 8 pièces, cuisine d'allonge. Hein? Une belle expression, c'est une cuisine d'allonge. Large véranda entourant la maison, écurie remise, le tout nouvellement bâti, et situé à quelques minutes de marche de la gare et de la rivière Saint-Charles. Pour information, s'adresser à M. Larue, voyons Letarte. Larue, notaire, hein, au coin des rues Sainte-Anne et de l'Hôtel de Ville à Québec. D'accord? Ah, maison de quelqu'un qui habitait en ville. Pour louer la maison d'été, il fallait se questionner la personne propriétaire en ville. Alors, vous voyez, hein? Venir passer l'été à la campagne et tout ça, on est en train d'installer l'idée. Là. Allez-y. Oui. Euh, la gare de train. Oui, ben là, au départ, la gare de train, là, on a dit tantôt, il y a quelques instants, qu'elle se situait à Château-d'Eau, ce qui est un peu vrai. Mais c'est officiellement la gare de Loretteville. Donc, la gare de Loretteville se trouvait à Château-d'Eau. Mais là, les gens qui prenaient le train étaient tout mêlés. Des fois, il y avait une gare, ben, des fois, il y avait aussi une gare à l'ancienne Lorette. Parce qu'il y avait un autre train qui passait à l'ancienne Lorette, en bas de la côte du Collège Champigny. Là. Vous savez où? À côte d'aéroport. Ben, les gens étaient mêlés des fois. Puis là, ils ne savaient plus à quelle Lorette ils voulaient aller. Alors, pour distinguer les deux gares, il y en a une qui les avait appelées Indian Lorette, en faisant référence à la présence des Wendat, des Hurons, à côté, ici. Oui, c'est ça. Donc là, dans le stationnement où se trouve aujourd'hui l'hôtel-musée, la gare était à cet endroit-là. Elle a été démolie en 1984, si je me souviens bien. Alors, donc, c'est adressé à M. Larue, notaire. Voilà. Donc, on est en train de voir que les personnes qui louaient des maisons étaient des gens, comme on le disait en introduction, qui étaient relativement aisés. Prochaine. Le Soleil, 16 juillet 1909, maison à louer, une maison en partie meublée, avec grand terrain, située sur le bord de la rivière Saint-Charles. Toujours la rivière, hein? C'est super important. Site admirable, route Valcartier, près du château d'eau, Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. Donc, on écrit encore Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette parce qu'on est en 1909.
à environ 1 mille de l'église et station, donc la station de train. Pour information, s'adresser à Nap Dion, 813 rue Saint-Vallier. Napoléon Dion, j'imagine. Probablement. Voilà. L'événement du 17 mai 1909. On demande immédiatement une servante, qui désirerait aller passer l'été à Lorette. S'adresser à Mme V. Martin au numéro 187 rue des Fossés, Saint-Roch. Parce que là, tu sais, quand tu as des villégiateurs, des fois, tu as besoin d'une domestique, d'une servante, là, qui vient servir tout ce beau monde-là qui est en congé, qui va aller jouer au tennis, au golf, canoter, aller pêcher, puis tout ça. Tu as besoin d'une servante pour faire à manger. C'est important. C'est ça. Dans le soleil du 27 juin 1913, résidence d'été allouée. Résidence d'été située à la Jeune-Lorette, rue Valcartier, à proximité du chemin de fer. 5 chambres, avec toutes les améliorations modernes. C'est à vous de juger c'est quoi, je ne sais pas c'est quoi. S'adresser à Mme Ed Anger, Jeune-Lorette. Les améliorations modernes, là, moi, là, c'est-tu l'eau, c'est-tu l'électricité, c'est-tu le téléphone, c'est-tu le chauffage à l'eau chaude? On tourne autour de ça, probablement. Hein? Les toilettes à l'intérieur. Vous allez voir, ça va arriver, les toilettes à l'intérieur. On va en parler bientôt. Le soleil, 27 juin 1931, Loretteville. Ah! Tiens, on l'ajoute. Sur le bord de la rivière Saint-Charles, connue sous le nom de Castorville. Magnifique résidence d'été à louer, s'adresser à J. Louis Larue, avocat, numéro 52 rue Saint-Louis, Québec. Peut-être, oui, c'est ça. C'est probablement le même. Là. Alors, Castorville. Pardon? Donc, qui est aujourd'hui la rue de la Rivière-Nelson. C'est ça. Donc, au coin. Rue la rue, anciennement, on se comprend. Là, Alors, effectivement, là, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu. Là, s'il en restait, là, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Mais j'en parlais avec M. Savard tantôt, Vincent. Là, il disait que sur la photo aérienne de 1948, on la devine encore avec 3 lucarnes et tout ça. Là. Un grand domaine là, dans le haut, là, finalement, là, au coin de la rue de la rivière Nelson, de la rue Larue autrefois. Castorville. Donc, il va y avoir une confusion dans le temps aussi parce que le secteur Château d'Eau va parfois porter l'étiquette généralement de Castorville. Le toponyme de Castorville, mais ça fait référence à une résidence, un domaine en particulier au départ. Vous allez voir que parfois, on nomme des maisons ou des domaines comme ça. J'en ai une autre un peu plus tard. Perdu. Une étoile de mer. Tiens donc. 2 pouces. 3, 4, 3 quarts. 7 dents à l'étoile de mer. Perdu le 28 juin 1935 à partir de la maison d'été de M. Omar Barbeau. Passant par le rang Saint-Antoine et la rue Saint-Jacques, le boulevard Saint-Jacques, à Loretteville, à se rendre à l'église du village Juron. Information à M. Omar Barbeau, 154 rue Franklin, téléphone 99-80, ou à résidence d'été dans le rang Saint-Antoine, Loretteville, récompense promise. Et là, ça, une étoile de mer, en 1935, ta paire le lundi, puis le mardi, ça passe dans le journal. C'était précieux, ton étoile de mer, hein, quand même. Ce qui est intéressant avec ça, c'est pas tant l'étoile de mer, c'est la résidence d'été d'Omar Barbeau dans le rang Saint-Antoine. Donc, la rue Saint-Antoine, d'aujourd'hui, elle s'appelle court-métrage aujourd'hui, là. Mais je dis les vieux numéros, noms de rue, là, vous comprenez? Puis, c'est ça, là, par le rang Saint-Jacques, là, pour aller à l'église. Quelqu'un qui marchait, il y avait une étoile de mer, un toutou, un bijou, je ne sais pas quoi, là, une décoration quelconque. Ou il y avait, en tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, hein? C'est ça. Aucune idée. Il n'y avait pas de suite. Hier? Ah, dans le journal. Chalet à vendre. Dans l'événement du 24 mai 1938, Château d'Eau. Ah! Si on a créé Loretteville en 1913, en 1938, on a créé Château d'Eau, bien sûr.
alors qui est une ville indépendante de Loretteville, jusqu'en 1965. Donc, Château d'eau, chalet neuf, 4 pièces, meublé, grand terrain, à vendre, 800 pièces. Conditions faciles. Pas qu'est-ce que ça veut dire? Un autre de 5 pièces, un autre chalet. Plus chambre de bain, meublé, grand solarium, véranda, grand terrain, avec ruisseau, droit de canotage, lumière, eau courante. Écrire à casier 143 du journal L'Événement. Bon, là, évidemment, on ne sait pas exactement c'est où encore, mais celles que je sais sont où s'en viennent. Là, hein? Inquiétez-vous pas. J'ai 71 diapositives, je suis rendu à 15. Ça va bien. Le Soleil, 26 mai 1939, Château d'eau, grand chalet, près cascade, isolé, sapinière, tennis, garage près de la gare, autobus, payable comme loyer, notaire Sanson, 166 rue Saint-Cyril. Là, peut-être. Non, OK, c'est bon, je pensais. Notaire Sanson. Notaire Sanson? Oh, peut-être, oui, allez-y. Bernard Sanson? C'est ça, c'est sûrement eux autres. Alors ici, on confirme. Un notaire retraité confirme qu'il connaît le notaire retraité aussi. Ah, Sanson, Gaston, Mercier-Poitras. Voilà, qui avait visiblement une résidence d'été à Château-d'Eau et qui est votre oncle, petit cousin, grand-oncle. On n'est plus certain. Mais sachez quelque chose, on est là pour vous démêler au besoin. Prochaine! Soleil, 18 mai 1940. Cottage à vendre. Château d'eau, Loretteville. Résidence d'été à vendre, 9 pièces, terrain de 500 par 300 pieds. Tennis. Toujours le tennis. Garage, jardin, arbre fruitier. Droit de rivière. Ça, c'est intéressant. S'adresser à Henri Fortier, bureau 517, Saint-Vallier. Non, pas celui-là. Prochain. Château d'eau, 16 février 1945. Deux maisons. Une de 8 pièces, l'autre d'été, sur grand terrain de 150 par 360. Tennis? Il y en avait des tennis. Parce qu'on avait une servante qui nous faisait à manger. Fait qu'on pouvait aller jouer au tennis toute la journée. C'est correct. Tennis et bocage, près de la plage. Donc, la plage de Château d'eau, près de la rue de la Passerelle. Communication facile. Paul Falardeau, route Bastien. Peut-être ou non. Ouais, ben celui-là, j'y viens. Puis, en tout cas, oui, tantôt. Mais je ne sais pas si c'est le même. Je ne pense pas. On n'est pas sûr. Il n'y a rien qui nous le dit. On ne sait pas c'est lequel, en tout cas. Ça pourrait. Ça pourrait, mais on n'est pas sûr. Hein? Fait que, à la gang, on va peut-être le savoir. Mais en tout cas, à suivre. Chalet cambriolé à Loretteville. 27 avril 1950, des voleurs se sont introduits avec effraction dans la résidence d'été de M. Paul Blanchette, épicier de Québec, situé dans le rang Saint-Jacques à Loretteville, encore un autre territoire. Des articles de lingerie, de literie et de cuisine pour une valeur de 300 pièces ont été emportés. Je ne sais pas c'était quoi dans la lingerie de 300 pièces, mais on s'entend qu'il y a du montant d'argent, là. On est en 1950. C'est beaucoup d'argent, 300 pièces en 1950. Je ne sais pas combien tu gagnais par année en 1950, ça c'était d'histoire, mais en tout cas, 300 pièces, ça m'apparaît beaucoup. Ça m'apparaît beaucoup. Monsieur Savard Vincent, allez-y. C'est vrai. C'est vrai que le rang Saint-Jacques n'est pas à la Haute-Saint-Charles, mais on fait un peu d'irrédentisme. On est dans la paroisse, mais on n'est pas à la Haute-Saint-Charles. Vous avez raison. Quand même. Ouais.
En tout cas, on ne se rentrera pas dans une affaire comme la Russie puis l'Ukraine, on ne s'en sortira jamais. La famille Chauveau. Alors, j'ai un cas particulier avec vous. Je vais présenter ce soir des photos que j'ai dans mon ordinateur et qui n'ont jamais été montrées, qui proviennent des archives de l'Université Laval. Alors, en lien avec la famille Chauveau. La famille Chauveau est associée, ça y est, là, ma faute à soir, avec un E à l'histoire de la Haute-Saint-Charles. Le comté de Chauveau, je m'en excuse, le boulevard Chauveau, la commission scolaire, etc. Alors, il y a plusieurs toponymes dans l'histoire qui sont associés au nom Chauveau sur notre territoire. Il y a une raison derrière ça. La famille du premier ministre du Québec, qui s'appelait Pierre-Joseph Olivier Chauveau, va venir passer des étés à Loretteville, ou à la Jeune Lorette, bien sûr. L'Université Laval conserve un fonds au nom de la famille. Nous vous présentons quelques photos tirées de ce fonds qui illustrent la villégiature. Là, les Chauveau, on ne pense pas que PJO Chauveau soit venu ici. On n'est pas certain qu'il ne soit pas venu, mais c'est plus les générations d'ensuite qui sont venues. Donc, entre autres, Charles-Auguste Chauveau, qui va être un des premiers, sinon le premier directeur ou président du club de golf de Lorette, qui a été fondé en 1920. En 1920, villégiature oblige, on a une servante qui nous fait à manger, donc on veut golfer. Alors, on se fait un terrain de golf, 1920, il existe toujours, il y a 125 ans, ce terrain de golf-là. Puis, pardon? Pas mal. Il a déménagé en cours de route, mais en tout cas, c'est le même golf, mais il a déménagé, vous avez raison. Puis, c'est ça, là. Fait que la famille Chauveau va venir villégiater et va s'impliquer dans l'organisation des loisirs collectifs, hein, bien sûr. Alors, voici quelques-unes des photos. La première n'est pas du fonds Chauveau, donc c'est la maison en question, qui est une maison donc, qui se trouvait sur la rue des Canards. Donc, la rue des Canards, c'est une rue un peu étrange à Loretteville qui fait une grande courbe. Et pourquoi fait-elle une grande courbe en partant de la gare du chemin de fer? Parce qu'il y avait un chemin de fer qui n'existe plus aujourd'hui qui prenait cette grande courbe-là pour s'en aller à Stoneham. Donc, ce chemin de fer disparu aujourd'hui, qu'on peut voir encore sur des traces lorsqu'on marche dans le sentier linéaire de la Ville de Québec. Vers Saint-Émile et en montant, on croise des fois des grandes tranchées, pas d'arbres dans le milieu, avec une butte. C'était là où passait le chemin de fer. Et donc, le chemin partait, le train partait dans une grande courbe et ça donnait la rue des Canards, donc à l'est de la rivière Saint-Charles, au nord de l'actuel corridor des cheminots. Donc, c'était la maison en question. Et vous allez voir, là, c'est inscrit Université Laval dessus en filigrane sur les prochaines photos. Elles proviennent donc des archives de l'Université Laval. Ce sont des photos de la famille Chauveau en villégiature à la Jeune Lorette et à Loretteville après 1913. La maison qu'ils habitaient n'était pas leur propriété. Ils vont la louer à Ludger Bastien. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Mieux connu sous le nom de boulevard, là, entre autres, boulevard Bastien. Ludger Bastien, un personnage important dans le secteur, là, bien sûr, on le comprend bien. Il possédait plusieurs terrains. Avec l'outil, on se rend compte de ça, entre autres, que dans les index aux immeubles, que Ludger était bien présent. Et eux, ils louaient, la famille louait à Ludger Bastien. Donc, on a la famille ici près de la maison. On a celle-là où on voit la maison d'un petit peu plus loin. Donc, la maison, on la devine, cette maison-là, lorsqu'on est à côté du pont ferroviaire dans le stationnement de l'aréna de Loretteville. Près du pont ferroviaire, là, du corridor des cheminots, de l'autre bord du pont, côté nord-est, à travers les buissons puis tout ça, là, la maison est là. D'accord? Elle a été bien transformée depuis. C'était des Sansons qui restaient là. Donc, toujours avec la même famille, la famille Chauveau. Donc, sauf erreur, je pense le reconnaître. Là, on a Charles-Auguste Chauveau à gauche avec le chapeau rond, assis sur des roches sur la rivière. À noter que sa fille, à lui, s'est mariée avec un Flynn. Et on parle parfois de la famille Flynn, et c'est la famille Flynn de James Edmund Flynn, qui a aussi été premier ministre du Québec
à la fin du 19e siècle, donc après Chauveau. Donc, deux familles de premiers ministres qui vont se marier entre eux. Qu'est-ce que ça fait? Ça vient villégiater à Loretteville. Bien sûr. Qu'est-ce que ça fait? Ça joue au tennis, bien sûr, sur le terrain, sur le site de la maison. Ça joue encore au tennis avec la maison derrière. Quand même. On voit la maison ici encore avec le terrain de tennis. Puis, ben, il y a des mystérieuses choses dans la vie. La famille Chauveau va aussi habiter, louer, posséder, je ne sais pas quel bon mot est utilisé, mais fréquenter est un bon mot, cette maison-là, dont on ne sait pas exactement où elle se trouve. Alors, cette maison en bois rond, probablement antérieure à celle que je viens de vous montrer, se trouvait quelque part le long de la rivière Saint-Charles, probablement entre la rivière Saint-Charles et la rue Cloutier. Puis, ben, s'il y a quelqu'un qui sait exactement où, allez-y. Oui. Le bois chez Chauveau, il disait ça, ah oui. Donnant accès à cette maison-là. Donc, vous avez déjà vu les ruines? Oui. Alors, les gens ici nous disent qu'ils disaient on s'en va chez Chauveau dans un boisé avec une entrée en pierre. Leurs parents disaient ça autrefois. Alors, monsieur, vous voulez ajouter monsieur parent? Allez-y. On s'en allait au camp des vieilles filles. C'est ça la même place? C'est pas la même. Oui. Donc, le camp des vieilles filles, chez Chauveau, etc. Tous des terrains qui ne sont plus construits aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Alors, donc, la famille Chauveau, on est toujours avec eux. Donc, dans une chronique locale ici, dans l'événement du 3 juillet 1896, tu te souviens, Flynn, je te l'ai introduit. Personnel, l'honorable M. Flynn a passé la journée avec sa famille actuellement en villégiature à la Jeune-Lorette. Alors, quand je te disais qu'il y avait des liens entre les deux familles, bien, déjà en 1896, bien, les Flynn fréquentaient notre territoire en villégiature. Dans la allez-y, M. Fragasso. Encore. Jacques, vous dites? Jacques Flynn. Oui, parce que Joe Clark a été éphémère comme premier ministre, on s'en souvient. Alors donc, M. Fragasso nous rappelle que sa mère a connu Jacques Flynn, donc un descendant de ces Flynn dont il est question, apparenté aux Chauveau par mariage, et il avait été sénateur et ministre dans le gouvernement éphémère de Joe Clark en 1979. Bien, merci pour la précision. Alors là, on va changer de territoire. On a fait un peu de Château-d'Eau puis de Loretteville, des fois sans savoir précisément où on était. Là, on va s'en aller au lac Saint-Charles parce qu'on villégiate. C'est un vrai mot, ça, je ne sais pas. Au lac aussi. On a une résidence superbe dans la baie de l'Écho. Donc, le lac Saint-Charles est formé de deux boucles, là, si on veut, là, comme un 8. Puis au cœur de ces deux 8-là, au milieu, il y a une baie à l'ouest qui s'appelle la baie de l'Écho. Il y a une famille Saint-Jacques qui va construire au 19e siècle un superbe chalet de villégiature. Donc, on voit ici sur cette photo. On la voit sur une photo un petit peu plus vieille dans la photo suivante. Donc, tout va bien, là, c'est juste un petit bruit inquiétant. Donc, la famille Saint-Jacques va accueillir des visiteurs bourgeois, souvent des Anglais, pas uniquement, mais souvent des Anglais aussi, au lac. La maison existe toujours aujourd'hui. Elle est un peu cachée. C'est une maison secrète, un peu, parce que le chemin pour s'y rendre est peu accessible et tout ça, mais c'est une merveilleuse maison qu'on retrouve donc dans la baie de l'Écho. Donc, le lac, je vous disais tout à l'heure qu'il a été peint, Cornelius Krieghoff, entre autres, puis tout ça.
C'est un lieu de villégiature important aussi, le lac, dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. On change de secteur. Je suis rendu à 31 sur 71, ça va bien. On change de secteur, on s'en va dans Sainte-Geneviève. Le rang Sainte-Geneviève, on connaît ça, la route Sainte-Geneviève. Donc, quand vous prenez Henri IV, sortie Sainte-Geneviève, vous savez de quoi je parle. Bon, il y a une maison ici, 55-25 Sainte-Geneviève, une mansardée. Il y a quelques vieilles maisons sur le rang Sainte-Geneviève. Elles se trouvent au sud du rang. Donc, au nord, là, il y avait la réserve des 40 arpents là, jusqu'au début du 20e siècle. Et cette maison-là, 55-25, a servi de villégiature aussi. Est spéciale parce que si vous allez la voir, vous passez devant, vous allez voir qu'elle est un peu en angle. Elle n'est pas parfaitement alignée avec la rue. Elle est un petit peu en angle par rapport à la rue. Et on va la voir ici au début du 20e siècle, probablement autour des années 20, alors qu'elle n'avait pas été allongée. Donc, la maison du 55-25 rang Saint-Jacques, qui va appartenir à une famille Hamel. Et derrière, il y a un lac qui s'appelle un étang, un lac. On va s'entendre, là. Un étang qui s'appelle le lac Hamel, du nom des propriétaires. Et on avait un bénévole à la Société d'histoire il y a plusieurs années qui nous a fait découvrir cette réalité-là, qui s'appelle Guy Roy, dont la famille venait passer les étés ici. Alors, Guy Roy débarquait du train avec sa famille ici, puis marchait jusqu'à Sainte-Geneviève, c'est une bonne petite marche, puis allait passer l'été, donc près de cette maison spectaculaire, là, je tiens à le dire, là, dans le rang Sainte-Geneviève pour venir passer l'été. Puis il nous avait raconté que les gens qui habitaient la maison, ils allaient dans une, comme il y avait comme une, je ne sais pas comment le nommer, une shed, j'oserais dire. Là, mon père dirait une shed. Une shed en arrière, puis les gens, là, les propriétaires, ils habitaient dans la shed le temps que les villégiateurs étaient dans la maison, puis qui payaient le loyer. Un système d'alarme. Ah, c'est devenu vert, c'est correct. Merci, Francine. Tout va bien. On a un petit trouble de système d'alarme, mais ça va bien. Alors, merveilleuse maison durant Sainte-Geneviève. Vous voyez qu'elle a été allongée un peu, là, si je reviens à la diapositive antérieure. On a rajouté une lucarne vers l'est, vers la gauche pour vous, là, sur la photo. Donc, avec une porte supplémentaire, mais ici, ben, voilà. Prochaine? Oui, allez-y, M. Savard. Exactement. Oui? Certainement. Alors, exactement. Alors, ce qu'on mentionne, c'est que les gens, les propriétaires de la maison allaient passer l'été en villégiature sur leur propre terrain, dans un endroit moins confortable un peu, mais en faisant plus d'argent pour pouvoir sans doute mieux vivre durant toute l'année, en servant les gens qui venaient passer l'été chez eux. Voilà. La prochaine est une maison que je suis certain que tout le monde connaît, qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'est dans le secteur de l'Ordre. La maison que vous connaissez pour certains comme étant le nom de la maison Racine. Donc, dans l'ordre, le domaine Val-Vue. OK? Ça devrait allumer quelque chose. C'est le nom de la rue Val-Vue. Hein? Vous allez voir que ça fait bien longtemps que la rue Val-Vue s'appelle Val-Vue parce qu'il y avait un domaine, celui-là, qui s'appelle le domaine Val-Vue. Et juste avant d'aller plus loin, je te raconte une double anecdote en lien avec cette maison-là. Premièrement, un an ou deux, je ne sais plus trop, j'ai mis cette maison-là sur le site de Loretteville ou de la Société d'histoire sur Facebook. Puis les gens ont commenté. Puis il y a une personne, il y a plein de gens qui ont commenté plein d'affaires, là, les racines, etc., etc. Puis il y a une personne qui a commenté qui s'appelait justement Adalbert Racine. Hein, certains l'ont connu, je sais que Denis en arrière l'a connu, il sait c'est qui. C'est un de votre ami, Adalbert Racine. Vous allez voir, on a des amis en commun.
Puis là, Adalbert Racine, là, je réécris, moi, en dessous, Adalbert Racine, parce qu'il dit, j'ai des photos anciennes, j'ai habité là quand j'étais jeune, c'est la maison de mes parents. OK, mais je veux vous parler, ça presse. Fait que là, je réécris, mais il ne me répond pas. Après un certain temps, je clique sur son nom sur Facebook, Adalbert Racine, je regarde les amis en commun. Blaise Giguère de Carufel. Qui est Blaise Giguère de Carufel? Mon collègue professeur de sciences politiques. Je dis, Blaise, qui est Adalbert Racine? Il dit, c'est mon parrain. Je dis, il est marié avec la sœur de ma mère. Ah! Je dis, ben, est-ce que tu pourrais lui demander des photos? Alors ça, là, ça fait un bon bout de temps, ça fait plusieurs mois. Il m'a dit la semaine dernière, il dit, Adalbert est allé porter des photos chez ma mère. Il dit, il faut que j'aille les chercher chez ma mère pour que je te les apporte, pour que tu les numérises. Fait que je ne les ai pas encore eues, les photos, mais ça s'en vient. Hein, ça s'en vient. Deuxième anecdote, en faisant la chaîne de titres de cette maison-là, je me rends compte qu'à un certain moment donné, les propriétaires sont un certain Théofred Hamel et Pulchéry Poirier. Je m'excuse, c'est ça son nom. Je suis désolé. Pulchéry. Alors, je regarde leur généalogie et là, je trouve que, là, je ne me souviens plus exactement, là, mais un de ces Hamel-là va se marier avec un homme dont le nom de famille est Stein, S-T-E-I-N. Et là, un nom comme ça allume quelque chose. On avait une collègue à mon cégep qui enseignait la philosophie qui s'appelait André, une fille, André Stein. Alors, je vais voir les profs de philo. Je leur dis, avez-vous un contact avec André? Elle est retraitée depuis plusieurs années. Oh, je ne sais pas trop. Hein? Là, je la trouve sur Facebook. Je lui écris en disant, on est entré en enseignant ensemble là, dans mes premières années, j'enseigne l'histoire. Hein, hein. Là, elle dit, ouais, je ne suis pas sûre de me souvenir de toi, là, mais êtes-vous parents avec ces gens-là? Elle dit, c'est mes grands-parents. Je dis, bon, avez-vous des photos de la maison? Non. Saviez-vous que vos grands-parents étaient villégiateurs à Loretteville? Elle dit non. Puis, ben, c'est là qu'on est rendu. Là, il faut qu'on aille prendre un café pour se mettre à jour. Bon, alors, le domaine Valvu. Voilà, je continue. Ça, c'était mes deux anecdotes. Hein. Vous savez, des fois, tout est dans tout, comme dirait Raoul Duguay. Hein. Il y avait un tennis en arrière. On va en parler dans un instant du tennis. Vous voyez, là, dans le Québec Chronicle du 1er septembre 1903, alors, on Sunday afternoon, upon the invitation of Mr. Théo Hamel. On pense qu'il s'appelle Théophile, mais c'est Théofred, le nom. Hein? Théofred Hamel, a large number of officers from the French frigate Tage attended a reception given in the honor by Monsieur et Madame Hamel at their summer residence, Val-Vu. Lorette, hein, il se trouve à Lorette. Alors, the afternoon was spent, etc., etc. Bon. Alors, donc, en 1903, on invitait des gens hein, qui étaient arrivés sur un bateau français à venir passer une journée, probablement, des officiers d'un bateau français à Loretteville. Quand même, hein, c'est pas rien. L'Orme, oui. Là, j'ai démystifié un peu Val-Vu, mais le nom de l'homme, là, je ne suis pas encore parfaitement rendu là. Ça viendra. Mais on voit ça depuis bien longtemps. Ça a sûrement un lien avec l'arbre, tout ça, puis probablement. Bon. Le 6 mai 1911, Val-Vu à vendre, meublé ou non. Et là, ce qui est intéressant dans cette annonce-là, en 1911, c'est de voir la quantité d'informations qu'on a sur l'intérieur du domaine. Alors, la superbe résidence de M. Théofred Hamel, soit dit en passant, là, c'était Hamel. Là, lui était fils de Théofred, il était fils de Ferdinand Hamel. Ferdinand Hamel, concentre-toi. Ferdinand Hamel, il était le frère de Théophile Hamel, peintre. Celui qui a peint au 19e siècle beaucoup de portraits de présidents de l'Assemblée législative du Québec qu'on trouve dans le corridor des présidents à l'Assemblée nationale du Québec aujourd'hui. Donc, un peintre super important au 19e siècle, on le trouve au Musée national des beaux-arts. Puis, il y a une rue dans le Vieux-Québec en l'honneur de lui et de sa famille, la rue Hamel, qui est perpendiculaire à la rue Couillard, pas loin du Café Temporel. Vous connaissez ça, là? Bon, alors, la rue Hamel,
c'est cette famille-là qui a fait construire le pâté de maison, qui se retrouve en villégiature à Loretteville, qui vont aussi être propriétaires du lot 673. Là, je t'en ai déjà parlé, mais en tout cas, je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui, mais c'est pas eux autres. Non, c'est pas les mêmes. C'est une autre gang d'Amel. Alors, on continue. Donc, à la Jeune Lorette, avec jardin à fleurs, potager, immense lawn tennis, terrain pour la culture ou l'eau à concéder, terrasse pour jeux de croquettes, hangar. La maison est des plus modernes, mesure 63 pieds de longueur avec véranda de 10 pieds de largeur, le tout situé dans un site enchanteur. Cette résidence est chauffée à l'eau chaude et est munie de la lumière électrique, bain, WC, cave superbe. C'est ça, c'est drôle, hein, comme des caves superbes. Téléphone, le tout dans un ordre le plus parfait. La propriété possède aussi un beau verger donnant les plus beaux fruits. La distance de Québec à Valvu est de 8 000 et de Valvu à la station du Lac-Saint-Jean, 7 minutes de marche. Alors, s'adresser à Théophile Amel, 75 rue d'Alousie. Donc, il y a une chose qui est magnifique aussi, c'est que l'État québécois a fait un inventaire patrimonial en 1969. En 1969, à peu près tout ce qui existait à ce moment-là de maisons anciennes a été pris en photo. Puis plusieurs de ces photos-là sont facilement trouvables aujourd'hui. Évidemment, il y en a une de la maison du domaine Valvu en 1969. C'est quand même une grande maison spectaculaire avec 5 lucarnes. C'est pas rien. Puis, on sait qu'elle était là en 1903. Là, la plus vieille nouvelle qu'on avait, c'est en 1903. Donc, ça, c'est une photo de 1969. Celle-là aussi, on photographié les détails de la maison. Donc, on a la porte, le clin de bois, puis tout ça, puis la décoration autour un peu néoclassique. Superbe, là, le bouton pour peser sur la sonnette, qui est un peu en forme de fleur de lys. C'est ça, c'est ça. Alors, 204, l'adresse à l'époque. Alors, 204 Bastien, probablement. Et tu t'es questionné sur Pulchéry? J'ai trouvé une photo de Pulchéry. Rien de moins. Pulchéry Poirier, épouse de Théophile Amel. Alors, tout ce qu'on peut trouver là, en fouillant un peu, ben voilà. Pulchéry Poirier. Parce que j'avais le goût de le dire plusieurs fois, alors j'ai mis une photo. C'est ça. On change de secteur. On va découvrir donc ce qui est probablement la maison Falardeau. Hein? Il y en a certains qui l'ont évoqué tout à l'heure, donc sur la rue de la Faune. Puis, ben voilà, cette maison-là n'existe plus, mais on évoque un lien avec cette nouvelle du Soleil, 15 juin 1906. Donc, Hôtel Bienvenue. On trouvera une pension de première classe avec chambre. Il y a une salle de réception et un piano. La maison est située près de la rivière, s'adresser pour condition à Mme Laurent Falardeau, Saint-Ambroise, Jeune-Lorette. Alors donc, près de la rivière, Mme Laurent Falardeau, c'est pas le Laurent, là, pas votre Laurent direct, c'est un Laurent plus vieux. Voilà, votre père, c'était Laurent, fils d'Antonio, puis Antonio était le fils de Laurent. C'est Mme Laurent, c'est lui, là, c'est elle. Voilà. C'est dans votre famille. Ben, coudonc, hein? Fait que, fait que ça, là, c'est chez vous un peu. Ouais, êtes-vous déjà allé? Non, il y avait un grand piano, apparemment. Non? Ça a brûlé en 1935. Ah, rue de la Faune. Oui. Alors, on a un témoignage. On a ça à la Société d'histoire des fois. Alors, on a un témoignage ici, information reçue de Hubert Falardeau. Ça vous dit quelque chose? Alors, par Céline Durand. Donc, Céline Durand, là, station téléphonique, là, rue Racine, on la connaît, oui, c'est ça. À Loretteville, le 11 octobre 2011. Le 11 octobre 2011, Hubert Falardeau disait: l'hôtel a été bâti par M. Emmanuel Falardeau, époux de Mme Georgiana Sioui, qui était la fille de Noé Sioui de Victoire Paquette, qui étaient les grands-parents d'Hubert Falardeau. L'hôtel était accompagné d'une petite maison sur le même terrain, maison que Mme Georgiana Falardeau louait au complet à des familles riches de Québec qui venaient y passer l'été.
L'hôtel comprenait des chambres et une salle à manger. Les clients de l'hôtel et les locataires de la petite maison mangeaient tous à l'hôtel. L'hôtel a brûlé en 1936. C'est à ce moment-là que M. Paul Falardeau a agrandi la petite maison, qui est devenue la maison familiale telle que nous pouvons la voir aujourd'hui, en 2011, au numéro 2988 de la Faune, dans le quartier de Château-d'Eau et qui appartient à M. Maurice Légaré. Alors, monsieur. Ah! Tennis. Ouais, c'est ça. M. Emmanuel Falardeau était contracteur de bois. Il passait donc l'hiver à s'occuper de ce commerce dans la forêt en général. Ça, c'était le témoignage d'Hubert Falardeau. Ça va? Alors, des fois, là, vous avez des affaires à dire que juste vous autres qui savez, on peut le prendre en note de même, puis s'en servir, mettons, 16 ans plus tard, 15 ans plus tard. Ça marche. OK? On est bon pour faire ça. Tout autres, on conserve tout. Hein? Tu as quelque chose à dire, on est là pour toi. On va l'écouter, on va le noter. Alors, je m'en vais chez la famille Drouin. Ah! Bon. Là, ouais, ben c'est ça. Là, j'ai mis quelques photos, OK? Puis j'ai mis l'information que Bernard Drouin m'a envoyée. Alors, l'information, on va la lire, puis après ça, on complétera. OK? Alors, l'information sur la maison de mes parents, Bernard. Alors, la maison était située au 417 boulevard Valcartier, à gauche de la garderie La Ribambelle, entre le parc marchand et la garderie. Elle a été vendue en 1978 à l'entreprise Construction Padureau. Le constructeur a conservé la maison et par la suite subdivisée en 27 lots. La maison a été détruite par un incendie en février 1988. Voir l'article, je n'ai pas mis l'article du feu. Cette résidence appartenait à l'origine à Joachim Rive, qui a été le premier maire de Château-d'Eau, qu'on connaît mieux sous le nom de Pont. Pont-Rive, oui, c'est ça, c'est lui. Puis fut acheté par Walter Moisan avant d'être acquise par mon père, François Drouin, en 1954. Alors, la voie d'un peu plus proche ici, la dite maison. Puis il y a une autre photo après, là, je vais toutes les mettre. Là, puis ben, c'est là qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette maison-là, Madame Drouin? C'était pas une résidence juste d'été, là. OK. Ah, oui, 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 oui. Oui. Donc, avant qu'il achète, avant que votre père achète, il louait déjà, là, une génération antérieure louait avant. Wow, quand même. Oui, oui. Donc, si je comprends bien, quand il louait au début de l'été, c'était pas. Est-ce que c'était quand même habité à l'année ou vous pensez que non? OK. Puis vos parents ils ont fait aménager pour que ce soit habitable à l'année. OK. C'est pas chaud. C'est vrai? Vous n'aviez pas besoin d'échangeur d'air. L'air s'échangeait tout seul. C'est bien ça? Oui. Puis aviez-vous un accès de l'autre côté là, vers la rivière ou pas du tout? Oui, mais je sais que c'est de l'autre côté, mais c'est la rue du Jardin d'aujourd'hui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Allez-y, M. Fragasso. Qui a enseigné aussi à l'école La Source.
Je l'ai pas eu, je l'ai pas eu, je suis allé là, moi, à l'école La Source, à Château-d'Eau. D'accord. Alors, ben, c'est fou. Ben, avez-vous l'impression que cette maison-là a été agrandie ou vous pensez qu'elle a toujours été comme ça? De votre mémoire, avec ce que vous avez vu en dedans? OK. Ah ouais. Wow. Puis dans cette maison-là, est-ce qu'il y avait une cave où vous étiez. OK, c'était en terre battue en dessous. OK. Fait qu'il n'y avait pas de cave aménagée, là, rien du tout. Ouais. Il n'y avait pas, il y avait pas une cave superbe. Ah, il y avait un puits quand même. Ah ouais. Denis Paul. Bon, ouais, c'est ça. Alors, donc, Denis Paul nous mentionne que quand il a acheté sa maison dans les années 70 sur la rue du Jardin, eh bien, il était voisin arrière de la maison des Drouin. Alors, donc, sur le passage de votre grand-père dans le secteur, avez-vous de l'information sur les raisons pour lesquelles il se retrouvait à venir ici, à Loretteville? Ouais, à, à suivre. Bon, ben, hey, merci beaucoup pour votre témoignage, c'est super. Je suis content d'avoir stimulé l'information sur cette maison-là. Alors que moi, je ne me souviens pas d'avoir vu dans ma vraie vie, là, euh, elle n'était pas visible la rue, non, c'est ça en plus, là, effectivement. Oui, oui, c'est ça. Superbe maison. Alors, prochaine photo, on va sortir un petit peu le château d'eau, on va y retourner tantôt. Là, on va élucider un grand mystère sur la location de chambres au centre-ville, dans un endroit où, a priori, on ne pense pas qu'on a le goût d'aller louer une chambre pour des raisons que vous allez comprendre tout de suite. Ben oui, c'est ça en funéraire. Oui. Les Madame Falardeau sont ici dans la salle? Oui, oui, c'est ça, on comprend, là. Alors, on a ici la maison de la famille Falardeau, avec, ben là, il y a un trou à côté, là, ça a été bâti depuis, là, parce qu'il y a eu un incendie à gauche. Puis à droite, ben, c'est le salon Gaétan, là, qui ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui, là. Ça a été une épicerie, puis tout ça, ouais, c'est ça. Pajot, ouais, aidez-moi quelqu'un. Alors, la maison Falardeau, donc, je la mets en contexte, puis je vous amène dans une annonce, bien sûr. Alors, j'ai un peu stimulé le more to come aux sœurs Falardeau tantôt en leur disant qu'il y allait avoir de quoi, là, et voilà. Le 26 juin 1897, à la Jeune Lorette Pension, on peut avoir une bonne pension, prix modéré, pour la saison de villégiature chez Mme Laurent Falardeau de la Jeune Lorette, vis-à-vis le chemin Valcartier. Fait que c'est là, hein? Tu sais, c'est là. Il y a pas de doute. Vis-à-vis le chemin Valcartier. En haut, dans le lucarne, là. Oui.
puis qui louait une chambre. On parle que dans la famille, ça disait qu'il y avait des enseignantes là, qui venaient louer une chambre, puis qui travaillaient dans le secteur, puis qui habitaient dans cette chambre-là. Mais jamais on leur a dit que c'était pour de la villégiature. Alors, les sœurs Falardeau apprennent l'information ce soir que leur maison a déjà servi de pension de villégiature. Donc, si on revient à la photo, c'est dans les lucarnes en haut complètement, d'après vous, là. Vous autres, vous restez au deuxième, votre grand-père en bas au rez-de-chaussée. Puis ça montait entièrement par en dedans, j'imagine. Qui montait jusqu'en haut. Puis en haut, ben là, évidemment, c'était petit à cause des lucarnes. Ouais, c'est ça. Wow. Donc, on dit ça, alors qu'on peut louer en 1897. Donc, Mme Laurent Falardeau, c'est votre arrière-grand-mère, là. C'est une femme d'affaires. Oui, oui, quand même, quand même. C'est pas tout. Alors, en 1905, le Soleil, 13 juillet 1905, maison de pension à Saint-Ambroise-de-Lorette, Mme Laurent Falardeau, a le plaisir d'annoncer aux visiteurs qui aimeraient aller passer quelque temps à la campagne qu'elle tient à Saint-Ambroise-de-Lorette, on est avant 1913, tout près de l'église, une maison de pension de première classe. Pension à la journée, à la semaine ou au mois. Salon de réception, piano, grande salle. C'est elle, c'est pas son mari. Bon, là, il faudrait vérifier si elle était veuve ou quelque chose à ce moment-là, à voir, là. Mais quand même. Puis, Bernard Poirier ici nous précise qu'elle était veuve parce que son mari était mort en 1897. Guy, Delia Guy. Là, ça vous dit quelque chose quand on vous dit ça. Merci, Bernard. Alors, puis, salon de réception, y a-t-il un salon de réception au rez-de-chaussée? Y avait-tu un espace? Oui. Oui, oui, c'est ça. Il n'exposait pas là. Ouais. Ouais. Bon, il nous reste à peu près, il nous en reste encore pour 10 minutes, mettons. Je sais que ça fait 1 heure et demie que j'ai commencé. Alors, la prochaine, la Maison Savard. Vous la connaissez dans le bas de la rue Giroux. Alors, photo de l'inventaire patrimonial de 1969. Une photo de la ville de Québec d'aujourd'hui qui nous laisse présager qu'il fait bon de s'asseoir sur la chaise et de regarder en villégiature les étés passés. Et là, je ne suis pas, c'est pas confortable. Alors, je ne sais pas si l'annonce suivante est en lien directement avec cette maison ou la maison voisine, mais quand même. Dans le soleil du 13 juin 1931, à Loretteville, rue de l'Église, la rue Giroux, on l'appelait comme ça, résidence d'été à louer, très belle place de campagne, électricité et eau. S'adresser à Arthur Savard, Loretteville. Alors, ça vous dit quelque chose, Vincent Savard? Que votre grand-père, Arthur, louait? L'autre côté? Oui, voilà. Donc, la maison aurait été louée quand Arthur a construit la maison de l'autre côté de la rue Giroux, dans laquelle la famille habite encore aujourd'hui, je crois bien. Roger, voilà. Donc, quand il a construit de l'autre côté de la rue, ben, il a loué en villégiature la vieille maison. Voilà. Wow. Oui, eau dans le puits, ça compte, là, je veux dire. Possible. Qui sait? Alors, Arthur Savard, on a parlé de lui à soir.
Alors, on va s'en aller à Val-Saint-Michel maintenant, qui est un autre lieu de villégiature. Merci. Alors, le Soleil, 14 mai 1929, belle résidence d'été à vendre à Val-Saint-Michel. 7 appartements avec ameublement, avec très grand terrain, s'adressait à Elzéar Carmichael au 137 rue Saint-Joseph ou Antonio Marcoux au 300 rue Saint-Jean. Alors, voilà une annonce ici. Et là, on a une vue ici de Val-Saint-Michel en villégiature. Alors, le lac Val-Saint-Michel, le lac Quentin, qu'on a appelé aussi, qui n'existe plus, on peut dire ça, hein, le lac n'existe plus. Il a été rempli, je ne sais pas quoi dire en tout cas. Parce qu'il y avait un barrage, puis ouais, c'est ça. C'est la rivière Nelson, effectivement, qui se jette dans la rivière Saint-Charles, là. Alors, donc, les maisons qu'on voit là en avant à droite, là, dans le bas, là, en fait, là, sont des maisons là, de villégiature. On voit également sur cette photo-là le même lac, donc à Val-Saint-Michel, avec une vie de villégiature, avec des canaux et tout ça, là. C'est vraiment l'expression pure de la villégiature. Bien sûr, là, on profite de l'été, on canotte, on a une servante qui nous fait manger à la maison. On a l'eau et l'électricité, ça va bien. Peut-être dans un puits, mais bon, en tout cas. Alors, on a cette photo-là de la maison qu'on voyait des heures tout à l'heure. Donc, si on la remet, là, c'est la maison qui se trouve ici. C'est là, Bernard, je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. Alors, donc la maison ici, là, une photo qui a probablement été colorisée un peu, j'imagine. Donc, superbe maison là, de villégiature. Elle est encore là, mais elle ne ressemble pas à ça. Oui, c'est ça. Elle a été maganée un peu par l'architecture brutaliste. Alors, sinon, on a également ici, le 18 mai 1940, à Val-Saint-Michel, maison de campagne à louer, eau courante toilette, plancher de bois dur, pas rien, meublé, s'adressait à J.A. Rodrigue, 31 Moncton, téléphone 9732. Voilà. On a aussi, hein, dans ce qui est Val-Bélair aujourd'hui, on a vu Val-Saint-Michel, mais on a le secteur de Saint-Gérard. C'est dans la famille à Madeleine, ça? C'est vos matantes? Et votre mère? Hein? Laquelle, là, votre mère? À droite ici, là. Voilà. Et les deux autres, c'est vos tantes. Bien. Comment? Juliette, Lucia et Bernadette. Au lac Louise à Saint-Jean. Pas le lac Louise, là. Concentre-toi, là. Je te vois imaginer des choses bucoliques au fin fond de la Colombie-Britannique qui se. Non, non, non. On a notre lac Louise, nous autres ici. C'est à Saint-Gérard. OK? Concentre-toi. Alors, le lac Louise à Saint-Gérard. Et que. Non, il n'existe plus le lac. À Val-Bélair, on forme les lacs. C'est le même. Ça coûte trop cher. Alors, le 1er avril 1936, camp à louer, Petit Lac Louise, Saint-Gérard, 15 000 de Québec, domaine particulier respectable, montagne, rivière canotable, plage, 5 camps, meublé, isolé, boisé, canot compris, accommodation, agréable, vacances, 50 piastres, 60 pour la saison. C'est ça. Une autre annonce du même type. C'est à peu près pour descendre de la c'est marronnier. Donc, vraiment dans le bois, vers le lac, en allant vers le lac Bonhomme, 3-4 km du lac Bonhomme, le lac Louise. Donc, on a ici Chalet loué aussi au Petit Lac Louise, le 4 septembre 1942, à Saint-Gérard-Magella. Beau chalet propre, endroit idéal, respectable, prix 3 piastres pour la fin de semaine. S'adresser 22 Saint-Pierre chez J.U. Jalbert Barbier. La fin de semaine de 3 piastres par fin de semaine. C'est pas cher. Ben non, c'est ça. 1,50 par jour. En spécial, 3 piastres pour la fin de semaine.
Alors, on est ici dans le soleil du jeudi 23 septembre 1937, la vie religieuse et sociale au Petit Lac Louise, parce que oui, il y avait une chapelle ici. Alors, on a quelques photos là, qui représentent la vie. On fait même du voilier, là, comme vous voyez, là, sur le. Quand même, quand même. Voilà. Et là, je sais que je rouvre une porte qui risque de nous faire sortir du site à 23 heures. Je vais présenter quelques maisons de Château-d'eau. L'objectif ici n'est pas d'être exhaustif, parce que je sais que dans Château-d'eau, la naissance du secteur, c'est la villégiature. Alors, j'en ai choisi quelques-unes arbitrairement. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Vous parlerez. Alors, la première maison ici que j'ai choisie, c'est la maison de la famille Dombrowski, coin Valcartier et du Golfe. Donc, en montant Valcartier, avant de tourner sur du Golfe à gauche, juste au coin, là, il y a une autre maison aujourd'hui où se trouve le tennis, mais la maison à gauche sur cette photo, elle est toujours là aujourd'hui. Elle a d'ailleurs été très bien rénovée il y a quelques années, repeinturée et tout ça, là. Donc, comme vous voyez, il y avait un grand jardin de fleurs et un grand terrain de tennis au coin. Parce qu'on pouvait entretenir nos fleurs et jouer au tennis parce qu'on avait une. Ben oui, t'écoutes bien. C'est bien, bien. Oui, oui. Ah ouais, quand même, quand même. Puis lui, il était là depuis quelles années? Oui, oui. Adolphe Dombrowski. Était-tu polonais d'origine ou est-ce qu'il était polonais d'origine? Polonais, hein? Ouais, c'est ça. Il disait quelque chose. Un inventeur. Ouais. De- Un moteur à eau? Je sais pas. Vincent Savard. Ben, oui, en fait, faussement, déjà, des gens ont dit que la reine Victoria s'y était rendue, ce qui n'est pas vrai, parce que la reine Victoria n'est jamais venue en Amérique. Mais je croirais que ce serait probablement lors d'une visite des parents d'Élisabeth II, donc sa mère, là, Queen Mother, là, qui s'appelait aussi Élisabeth, serait probablement allée visiter les jardins fleuris de la famille Dombrowski. Je ne sais pas si Georges était là, 6. Ah oui, il vendait des fleurs, le Dombrowski. Il allait acheter des fleurs chez. Ah, c'est magnifique. Voilà, superbe coin, superbe maison, tout près de la rivière, bien sûr. Il y avait un petit chemin en face du golfe là, qui continuait vers la rivière Saint-Charles, là. Un petit chemin qu'on connaît un peu mieux aujourd'hui, là, qui est une passerelle piétonnière, là, qui est un chemin qui a été acheté par la Ville de Québec dans le contexte de la construction de la prise d'eau. En tout cas, on vous en reparlera en détail là, l'année prochaine. Là. Voilà, c'est ça, de ce chemin-là. Alors, on a aussi cette maison-là qui provient de la famille Gosselin. Aide-moi, Francine, le prénom de M. Gosselin. Jean-François Gosselin. Oui, c'est ça, Jean-François Gosselin. Jean-Baptiste Gosselin qui s'est construit, en fait, cette petite maison, tout en bardeau de cèdre. Là, j'ai mis une seule photo, mais on a des photos où il est en train de poser le bardeau de cèdre sur la maison. C'est une superbe photo qui présente bien la vie avec toutes ces générations là, dehors, puis tu sais, il y a du monde, des enfants, des bébés, des vieillards, etc. Donc, une superbe petite photo d'une petite maison dans le secteur Château-d'Eau. La famille nous a aussi légué des photos là, où on les voit aller sur la rivière en canot, entre autres. Là. Francine, tu voulais ajouter? Oui, la maison est toujours là, effectivement. Ouais. Petite maison en bardeau de cèdre.
Les bardeaux, si vous regardez bien, un court, un long, hein, ça fait un motif, là. Donc, un bardeau court, un bardeau long, ça fait une ligne. Super beau. Ouais. Voilà. Bon, c'est là que ça décolle. Bon, je le savais. La maison de la famille Reed. Euh, sur la rue des Vieux-Pins. Effectivement, pas très loin au bout du petit chemin que je viens d'évoquer. Euh, cette famille Reed est super importante dans le quartier pour plusieurs raisons. La première, parce que la famille Reed va être le premier maire de la ville de Château-d'Eau, Joachim Reed. Euh, ces Reed-là vont se marier avec des Légarés. Les Légarés et les Reed vont devenir les premiers propriétaires des canaux Légarés. Donc, c'est la première génération propriétaire des canaux Légarés. Quand on parle de villégiature, c'est 1908, l'existence des canaux Légarés. Donc, ils étaient là euh, avant la naissance de la ville de Château-d'Eau, là. Donc, c'est une famille super importante dans le secteur. Famille, donc, qui va s'établir. Donc, on va nommer le pont en leur honneur. Puis, aussi, là, qui vont commercer sur la rue Racine, là, le magasin des Aubaines. C'est eux, la famille Reed. Alors, super important dans le secteur. Donc, cette maison de villégiature, probablement construite autour des années 20. On l'appelle la maison Plamondon, là, sur le site du patrimoine bâti de la ville de Québec. Puis, sur des cartes anciennes de la fin du 19e siècle, on voit le secteur et les noms des propriétaires, puis on voit le nom Plamondon. Fait que ce qui nous laisse présager que la famille Plamondon, antérieure à la famille Reed, habitait le secteur dans probablement une autre maison plus ancienne qui se trouvait près de là, antérieurement à l'arrivée des Reed. D'où le fait que la Ville de Québec la nomme la maison Plamondon. Il l'appelle aussi, là, et je ne sais pas exactement pour quelle raison, la maison des Cascades, avec des guillemets. C'est information à confirmer, là. Je ne sais pas pourquoi il l'appelle comme ça. Donc, une maison super importante. Je ne sais pas s'il y en a encore des choses à dire sur cette maison-là. La maison de la famille Reed. Oui, les familles. Je pense que c'est encore des Drolettes, la famille Drolette qui habite encore la maison aujourd'hui, là, une génération après, je ne sais pas trop. Bon, là, vous venez d'évoquer une île. Ça, c'est une information que j'entends de quelqu'un pour la première fois. Puis je suis super content que vous disiez ça. Même que j'aimerais ça vous parler après, là. Je vous fais une histoire courte parce qu'il est déjà tard, là. Écoute, hein. J'essaye. Quand la Ville de Québec a construit sa prise d'eau en 1854, hein, fait un barrage, puis il assoit son barrage sur une île qu'on voit sur des plans. L'île dont vous parlez sûrement. Il y avait deux chemins qui faisaient en sorte que l'île était une île, là. Donc l'eau passait de chaque côté. Le petit chemin qui arrive par du golfe, là, vis-à-vis du golfe, là, arrivait vis-à-vis, comme vous le dites, cette île-là. Cette île appartient aujourd'hui à la Ville de Québec. C'est un terrain qui appartient à la Ville de Québec parce que la Ville de Québec a acheté le petit chemin aussi quand ils ont fait la prise d'eau. Parce qu'ils ont acheté des terrains autour pour essayer de sécuriser leur construction, prise d'eau, puis tout ça. Puis aujourd'hui, l'île n'est plus une île. Puis on essaie de comprendre pourquoi puis comment l'île est disparue, là, est devenue du terrain. Puis on a quelques plans anciens, mais l'île était déjà là. Et c'est sûr qu'elle était déjà là. On a un plan de 1819 où on voit l'île, puis on voit, je vous révèle quelque chose, d'anciens moulins assis en 1819, tout près de cette île-là, près de la rivière Saint-Charles. Donc, quand la Ville de Québec décide d'installer sa prise d'eau en 1854, il y avait déjà un monde pré-industriel, des moulins assis qui fonctionnaient avec le pouvoir de l'eau.
Puis on essaye de documenter un peu plus ça, puis vous venez de l'évoquer, là, puis ça faisait sourire Hugo, puis moi. Mon frère aussi, avec qui j'en ai parlé pas mal, là, cette histoire d'île-là, en tout cas, il faut s'en reparler. Donc, il y avait une île, ça vous dit quelque chose, là. Puis des cascades autour de l'île, là, l'eau coulait de chaque côté, là. Donc, c'est peut-être là l'idée des cascades. Barrage, cascade, ouais, c'est ça, évidemment. C'est ça? Ouais, OK, c'est bon. Il y avait la maison des Lemieux à côté. Mon frère Guy veut parler? Oui, oui, c'est ça. Non. Ça, c'est la fois COVID Plouf a lancé une balle de baseball. Guillaume Plouf, le frère de Vide, a lancé une balle de baseball sur la voiture royale. On s'en souvient? Tout le monde est à jour dans ses ploufs? Oui, super. Alors, la maison le mieux, une superbe maison aussi, là, dans laquelle je suis déjà rentré sur le bord de la porte pour aller livrer un livre à, comment il s'appelle? André? André qui habite dans la maison aujourd'hui. Donc, tout juste à côté également. La même famille, tout le temps. Jacques, son père. 7-8. Ben oui, c'est ça que j'allais dire. La famille était. Il y avait des peintres dans la maison, là, bien sûr. Les fils aussi. Oui, toute la gang. Ah. Superbe maison aussi, là, villégiature à Château d'Eau. Bien sûr. Le ballon s'en va chez vous, M. Fragasso, là. La photo n'est pas super, mais en tout cas, oui. Celle-là, oui. OK, d'accord. Puis votre famille, là, c'était la villégiature aussi, ou non? Oui, oui. J'ai pas mis l'autre. Je ne l'ai pas mise. J'ai mis celle-là, je suis tombé dessus. En tout cas, ouais, c'est ça, je m'en excuse. OK. Puis donc, c'était les Joncas, puis les Joncas se sont trouvés à être. OK. Ah, quand même. Oui. Oui. Puis à ce moment-là, elle était habitable à l'année. Elle était devenue habitable à l'année. Oui. Oui. OK. Ouais. Qui, qui habite là aujourd'hui. Bon, super. Je n'ai pas mis d'autres photos, là. Je m'en excuse, juste celle-là. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. J'aurais dû, je m'excuse. Oui, je le sais, là, c'est parce qu'à un moment donné, ouais. La prochaine, Maison Ernest Blondeau, à côté. Alors, Ernest Blondeau, vous le connaissez?
Oui. Il faisait des souliers, quelque chose de même, exactement. Oui. Bottes, mieux connu aussi sous le nom de Bottes Blondeau, là, ça vous dit quelque chose aussi? Colonel Blondeau, aussi, on l'a connu sous cette appellation-là. Maire de Château-d'Eau aussi. Alors, c'est dans la gang des conseillers des membres. Dans la maison, ça se pourrait, je crois, avoir vendu il y a quelques années. Sinon, on a dans l'événement du 2 juin 1933, Château-d'Eau, joli petit cottage avec foyer, 2 minutes de marche de la gare. De la gare de Château-d'Eau qui se trouvait à Loretteville, peut-être, c'est une autre histoire. Oui, c'est ça. Au coin du chemin de fer et de Valcartier. Là. Alors, place de bain, près d'une place de bain, lawn tennis, alloué à prix très raisonnable, s'adressait à E. Blondeau aux soins de Indian Slipper, le manufacturier Loretteville. Donc, quand on disait le fabricant de souliers, bien, c'est lui, là. Pro au vent? Oui, oui, c'est ça. Oui, 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 oui. Ah oui, 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 je sais qu'est-ce que tu veux dire. OK. Oui, exact. Ils ont construit une maison, là, aujourd'hui, là. C'est ça. C'est jaune, là, je pense. Oui, oui. Ouais, c'était le tennis au coin. Moi, je me souviens du tennis au coin, là, quand même. Alors, on arrive à la fin. Sources et remerciements. D'abord, ma collègue, je l'ai citée, Caroline Aubin-Desroches, dans un article super intéressant, Retrouver la ville à la campagne, la villégiature à Montréal au tournant du 20e siècle, en 2006. On a divers fonds de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Le projet TRIA Loretteville de Logisco via leur site Facebook. Pour le site de fartage, la salle pour farter, c'est ce qui? Le Fonds Chauveau à l'Université Laval. Ancestry pour la photo de Pulchéry. Bernard Poirier, Claude Martel Arena. Pour le distinguer Claude Martel Pharmacie. Bien sûr. Alors, pour les nombreuses photos du quartier. Francine Trudel, pour son aide perpétuelle. Bernard Drouin, pour son courriel et les photos. Et Guy Roy, qui n'est pas là ce soir, mais pour la vieille photo de Sainte-Geneviève. Également, le répertoire du patrimoine bâti de la Ville de Québec. Sébastien Barbeau, collègue du Collège Champigny. Vas-y, Sébastien, la parole est à toi. Il était là où se trouve l'aréna d'aujourd'hui, le Colisée de Loretteville, de chaque côté du chemin de fer, du corridor des cheminots. C'était un 9 trous qui a été déménagé en 1926, je pense. Aidez-moi quelqu'un. Qui a été fondé en 1920. Fait qu'il y a eu quelques années avant son déménagement où il se trouve aujourd'hui. Pour l'agrandir, sans doute, là, effectivement, à ce moment-là. Du terrain actuel. Exact. On a fait en 2020, il faut que je me concentre pour une année récente, là, où on l'a peut-être reporté parce que c'était le cœur de la pandémie, là, mais une présentation sur les 100 ans du club de golf de Loretteville. Ils nous avaient prêté leurs archives, leurs livres d'or, puis tout ça. Puis on a toutes les photos, les signataires du registre original, les procès-verbaux des achats de terrain, les personnes impliquées. Puis on les connaît toutes, là, les premières personnes, on les connaît, on s'entend, là. Les premières personnes qui ont fondé le club de golf de Loretteville en 1920, c'est des villégiateurs, c'est des gens très impliqués dans le secteur ici à Lorette. C'est des gens aisés, importants, là, entre guillemets, là, ici, qui ont fondé le club de golf. Alors, dans le contexte de villégiature, sur le bord de la rivière, d'abord, bien sûr. Oui, c'est un œuf. Oui. Non, allez-y. Je pensais que vous aviez enlevé. Non, non, c'est bon, c'est bon.
Alors, puis ben, je voulais aussi vous répéter que c'est un survol. Hein? 71 diapositives, tout ça, ça nous permet de comprendre que la villégiature est au cœur de notre histoire à la Haute-Saint-Charles, que ce soit au lac, à Val-Bélair, au centre-ville de Loretteville, dans Château-d'Eau, dans Sainte-Geneviève, partout sur le territoire, on a fait de la villégiature pour attirer les gens de Québec qui venaient passer les étés à la campagne. Oui? Il y avait des bases de plein air qui existaient à val puis aussi à Saint-Émile. Là, tu sais, quand tu arrives à de la faune, le nouveau bout de la faune, là, je ne sais pas comment le dire, là, mais tu sais, qui s'en va vers la prison, si on veut. Là, dans ce secteur-là, il y avait un camp de vacances, entre autres. Pardon? Au lac Saint-Charles aussi, il y avait des camps de vacances, mais tu sais, difficile de dire si c'était vraiment de la villégiature, là, un peu dans le concept bourgeois du 19e siècle. Là. Oui. Ouais. Oui, oui, oui. Mais au nord, là. Puis, ben, tu sais, d'un autre sens aussi, ben, les gens d'ici, eux, souvent, il y avait des chalets à Valcartier. Je pense à la famille Denis, entre autres. Il y avait un chalet à Valcartier. Les gens d'ici allaient au lac Hayes, le lac Ferré, etc., au nord, là. Oui, Bernard? Ouais, je ne l'ai pas mise. Oui, 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 effectivement, là, il y avait une nouvelle. Je n'ai pas mis toutes les nouvelles de Bernard. Là. Bernard m'avait déniché plein de nouvelles. Il avait dit à un moment donné, les gens avaient donné, les villégiateurs avaient donné un orgue à la communauté. Là. Alors, il y a plein, 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 plein de choses là, qu'on pourrait pousser davantage. Là, mais tu sais, bon, ce soir, c'était une introduction et j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous un excellent temps des fêtes pour ma 71e diapositive. Et je vous dis, on ne se voit pas en janvier, on se voit juste le premier mercredi de février. Puis là, je dois avouer que je ne me souviens pas c'est quoi le thème dont je vais vous parler en février. Je l'ai oublié. Francine aussi. On l'a tout collectivement oublié, mais en tout cas, on sera là pour le mercredi d'histoire pour notre 17e année parce qu'on a commencé en février 2009. Alors, ça sera les pionniers du boulevard de l'Ormière. Merci, Hugo. Donc, on va parler des premiers occupants du boulevard de l'Ormière, du chemin de l'Ormière, puis peut-être dénicher c'est qui louait une maison dans le haut de l'Ormière tantôt. Donc, l'Ormière, c'est très, très vieux. Ça date de plus de 300 ans. Fait qu'on va évoquer ce secteur important de notre territoire en février prochain. Merci à toutes et à tous. Et si